Intéressant dans cet hôtel d'Harcourt, c'est qu'on est au XIIIe siècle. Et le XIIIe siècle, c'est le moment que, pour l'instant, mais j'espère qu'on va me démentir, j'ai pu mettre comme terminus pour le début de l'histoire des hôtels parisiens, puisque nous ignorons vraiment tout de la topographie et surtout de l'architecture avant le XIIe siècle, évidemment, et que nos vestiges monumentaux, j'en excepte les ruines romaines, ne commencent vraiment qu'au XIIe, XIIIe siècle à Paris. Un des plus anciens monuments étant le château fort de Philippe Auguste, mis au jour par mon maître Michel Fleury en 1985, tout le monde connaît. Eh bien, au XIIIe siècle, nous voyons apparaître avec certitude ce que nous appelons, nous, hôtel particulier, qui, vous le savez, est une sorte de tautologie, puisqu'en fait, c'est pour le séparer de l'hôtel de tourisme que nous disons particulier, mais sous l'Ancien Régime, on disait seulement hôtel ou hostel au Moyen-Âge, qui est un mot qui est très ambigu au fond, puisqu'il a affaire aussi avec l'accueil de l'hôte et pas seulement avec la résidence d'une famille. Et donc, l'hôtel le plus célèbre de ce XIIIe siècle, il est ici, il est décrit très tôt, c'est l'hôtel du Petit Bourbon, qui, nommé ainsi par effet de contraste, est en fait un gigantesque hôtel, hein, et qui est, vous le savez, adossé au Louvre médiéval. Cet hôtel d'Harcourt, c'est sans doute un des autres hôtels qu'on peut imaginer être les hôtels parisiens du XIIIe, début XIVe. Or, l'hôtel d'Harcourt possède une caractéristique que je vais maintenant m'employer à démentir, c'est qu'il est construit comme une grande maison sur la rue. Il se signale par ses matériaux, la pierre de taille, là où les maisons sont en bois couvertes de chaume ou de bardeaux de bois ou de grosses tuiles. Il se signale par ses ardoises de la toiture, il se signale vraisemblablement par une architecture plus soignée, mais il est sur la rue. Et donc, il correspond aux grandes demeures de l'habitat des élites de l'Europe urbaine du Moyen-Âge, et notamment, on pense évidemment par contraste avec la France, aux grands palais italiens que les Italiens vont fabriquer et qui sont des palais urbains sur la ville, avec des grandes façades monumentales sur les rues, sur les places. Et le cas le plus paradigmatique étant notre ambassade à Rome, près du Quirinal, le Palazzo Farnese, et évidemment, on ne peut pas faire plus spectaculaire dans l'inscription urbaine. Or, ce qui nous intéresse, c'est que exactement en face de cet hôtel d'Harcourt apparaît, à la fin du XVe siècle et terminé au tout début du XVIe siècle, l'archétype de l'hôtel particulier parisien. On est bien dans la montagne Sainte-Geneviève, cocorico si j'ose dire. Et c'est encore aujourd'hui, malgré les restaurations importantes, mais faites avec beaucoup d'intelligence, ça peut ne pas toujours arriver, du milieu du XIXe siècle, on est devant vraiment le plus ancien, le plus intéressant, le plus spectaculaire, le plus compréhensible des hôtels particuliers parisiens. Ça se passe sur la montagne Sainte-Geneviève, et je vous montre ici un dessin très connu qui est une gravure sur bois, restitution de l'hôtel d'origine dans ses dispositions par Viollet-le-Duc dans le dictionnaire d'architecture, bien sûr. Alors, cet hôtel de Cluny, il est intéressant pour ça, ce qu'il nous dit de la typologie de l'hôtel parisien, pour son architecture, pour ce qu'il veut dire dans l'usage qui est le sien, et enfin, il ne faudrait pas l'oublier, comme patrimoine, puisque c'est un hôtel qui a été sauvé, restauré et transformé en musée. C'est le premier hôtel transformé en musée, 40 ans avant Carnavalet, et bien avant, évidemment, Nissim de Camondo, Jacques Marandré, qui sont des musées du début du XXe siècle. Donc c'est un hôtel qui intéresse l'historien de Paris, si j'ose dire, dans toutes ses facettes. Alors je vais commencer par la typologie. Quand j'ai fait ce livre et cette exposition, je me suis intéressé non pas à tous les hôtels, mais à l'hôtel comme un genre, comme un objet intellectuellement circonscrit. Et cet objet, il faut le définir. Je l'ai dit déjà d'un mot, l'hôtel, c'est la résidence des élites. C'est évidemment ni la maison des bourgeois et des marchands, qui sont des maisons monofamiliales au Moyen-Âge, nous pouvons repenser aux travaux de Simone Roux, et ce n'est pas non plus la maison d'habitation collective que nous appelons d'un mot qui n'est apparu, je le rappelle, qu'à la fin du XIXe siècle, immeuble, et qu'on appelait la maison de rapport, c'est-à-dire une maison où le propriétaire occupe le premier étage, quelquefois même pas du tout, et tous les étages ensuite sont débités en tranches horizontales,
Et contrairement à ce que le grand public peut penser, ce n'est ni une invention d'Haussmann et du XIXe siècle, ni même pas une invention du XVIIIe siècle, mais proprement quelque chose qui apparaît dès la Renaissance en réalité, mais qui trouve son expression, par exemple, avec la place Dauphine d'Henri IV ou les grands immeubles locatifs de Louis XIV. Il suffit de penser à la rue de la Ferronnerie aux Halles. Donc, la résidence des élites, qui se sépare de la maison bourgeoise et qui, bien sûr, se sépare du palais royal ou des familles, de la famille royale ou des très grands princes. Et on a ainsi une gradation hiérarchique satisfaisante, maison, hôtel, palais. Est-ce que c'est si satisfaisant que ça? C'est ce que nous disent les théoriciens. L'hôtel est plus que la maison et moins que le palais. Bon, d'accord, ça paraît cohérent dans une société hiérarchique et structurée. Sauf que d'abord, des palais, au fond, c'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup. Palais royal, qui est l'ancien palais du cardinal de Richelieu, palais du Louvre, puis après, ça se gâte. Palais de la Bourse, palais Garnier, c'est un mot difficile. Par ailleurs, on nous dit que les palais sont les résidences des princes. Oui, mais il y a des princes qui habitent des hôtels. Donc tout ça, évidemment, ce sont des conventions et des mots, et ça ne fonctionne pas avec la réalité architecturale et sociologique. Ce qui est sûr, c'est que l'hôtel est effectivement une demeure monofamiliale, particulièrement exceptionnelle par sa dimension et ses matériaux, dans un tissu urbain particulièrement dense. Je rappelle toujours ce fait qui me fascine. Et Paris a été, jusqu'en 1750, la ville la plus peuplée du monde. Aujourd'hui, c'est un petit village, Paris, même 2 200 000 habitants. Nous sommes doublés par Londres au milieu du XVIIIe siècle, et Paris commence à se faire déclasser à l'international, si j'ose dire, comme on cause dans le Poste. Mais la vérité, c'est qu'évidemment, au Moyen-Âge, comme au XVIe, comme au XVIIe siècle, Paris est une ville fantastiquement peuplée, et que la première chose qui frappe les étrangers qui viennent à Paris, c'est pas que c'est une belle ville, c'est que c'est une ville où pour traverser une rue, il faut faire du sport. Tous les contemporains le disent. Il n'y a pas que les embarras de Paris qui nous amusent parce qu'on a toujours les mêmes aujourd'hui. Il y a le fait qu'on prend des coups de coude dans le ventre et que, je ne sais plus quel auteur du 18e raconte que la traversée de la rue Saint-Honoré a failli le faire mourir. Bon. Donc, ce qui frappe les contemporains à Paris, c'est la presse extraordinaire. Et qui dit population très importante, dit aussi construction en permanence très importante, chasse, comme aujourd'hui, hélas, à l'espace libre et densification de la ville. Donc, Paris est une ville très dense. Et c'est ce qui va provoquer, je crois, c'est l'analyse que je propose, l'apparition de l'hôtel particulier que je décris, avec Cluny comme archétype, c'est l'hôtel entre cour et jardin. Puisque, en effet, ce qui nous sépare complètement des Italiens, c'est que le corps de logis se cache. Il est placé au fond d'une cour, et au derrière, il est donc en contact avec un second espace libre que nous appelons donc le jardin. Vous imaginez ce que représente dans une ville densément bâtie le simple fait de posséder au sol 2 espaces vides, la cour et le jardin. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que la cour implique qu'on n'utilise pas ce qui vaut le plus cher, le devant de la rue. Et l'expression qui s'est maintenue dans le vocabulaire, avoir pignon sur rue pour les maisons qui avaient la boutique sur la rue, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Quelqu'un qui achète un terrain et qui se met au fond du terrain, c'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est ce que fait l'hôtel particulier. Il se retraite de la rue et il offre aux passants un mur bas, ici muni de créneaux, mais ce sont des créneaux d'opérette, évidemment. Même s'il y avait, nous le savons, un chemin de ronde suspendu en bois qui a disparu, on en voit encore les empochements sur le revers du mur. C'est évidemment une surveillance tout à fait légère, comme un verrou qu'on met à sa porte en espérant pas tout de suite être cambriolé. Ça ne peut pas être un verrou qui empêche complètement l'effraction. Donc, entre cour et jardin, pour moi, c'est se reculer de l'espace public, qui est un espace bruyant, sale, puant, pas besoin de développer cet argument, et potentiellement dangereux, parce qu'il y a toutes sortes de loulous qui traînent dans la rue. Et puis c'était des gens aussi qui avaient évidemment des actions quelquefois très violentes. Donc, à la différence des Italiens, des grands palais allemands, viennois, des maisons anglaises, l'hôtel parisien est une maison qui se retraite de la rue. C'est un dernier avantage de se reculer, nous disent les théoriciens de l'hygiène qui commencent à réfléchir à ces questions assez tôt. Ça permet d'avoir un peu d'air et de lumière dans une ville qui justement en manque cruellement. Parce que la rue du Sommerard, la rue des Mathurins, elle était très étroite. Et ça, j'ajouterai une dernière chose et que nous avons tous éprouvé
sauf ceux d'entre vous qui possèdent un hôtel particulier, qui est tout le mal que je vous souhaite, c'est évidemment que lorsqu'on a sa maison à 4 mètres des fenêtres du voisin, eh bien on voit ce que le voisin mange dans son assiette et c'est pas très agréable. Donc l'hôtel particulier, c'est aussi, entre cour et jardin, une mise à distance qui provoque un confort particulièrement agréable. Ce confort se trouve enrichi merveilleusement par le fait que le jardin est en continuité directe avec l'appartement bas et visuellement avec l'appartement haut. Quand vous êtes à Rome dans le Palais Farnèse, le jardin existe, il y a bien un jardin au fond de la parcelle, mais il est très mal connecté avec le palais et ses appartements. Tout est pour la montre du côté de la ville avec la grande salle, le bureau de l'ambassadeur au centre du palais, etc. Mais le jardin est presque par raccro, si vous voulez. Ici, le jardin se trouve jouxte le corps de logis. Et c'est un phénomène que vous devez toujours replacer dans son contexte. Le château français possède quelquefois des jardins lortus conclusus au Moyen-Âge, mais ce jardin est très rarement placé en continuité des logis. Il est quelquefois même à plusieurs centaines de mètres du logis fortifié, qui va progressivement s'ouvrir sur la campagne et faire venir le jardin jusqu'à lui. Il faut attendre la Renaissance pour voir les parterres se rapprocher complètement des bâtiments. Alors qu'à Paris, dès le Moyen-Âge, il existe un jardin en continuité de l'appartement. Ce qui veut dire porte pour aller dans le jardin, perron éventuellement si le jardin est plus bas que le rez-de-chaussée, accès pour le domestique parce que évidemment on ne traverse pas le salon avec ses seaux et ses pelles pour aller entretenir le jardin. Il faut une communication pour aller de la cour au jardin sans passer par l'appartement des maîtres. Tout ça, vous voyez, ça implique des nouveautés et des stimulations pour l'architecte très très intéressantes. Pendant des années, on n'a jamais compris le plan de l'hôtel Carnavalet. C'est pourtant l'hôtel le plus célèbre avec le musée dedans. Et on n'avait pas compris du tout la position des pièces parce qu'on avait oublié que l'architecte du XVIe siècle avait prévu de manger dans la salle avec un mur, un espace qui est le couloir d'accès de la basse-cour au jardin pour l'entretien des parterres du jardin. C'est tout bête quand on le sait, mais voilà, évidemment, c'est un argument qu'il faut prendre en considération. Donc, tout ça s'explique et nous le voyons avec émerveillement déjà entièrement présent à l'hôtel de Cluny. L'hôtel de Cluny qui est donc un hôtel médiéval qui nous permet de dire et de réaffirmer que contrairement à l'esprit général, l'hôtel particulier n'est pas né à la Renaissance, encore moins au grand siècle, que c'est vraiment un produit hérité de l'architecture du Moyen-Âge. Bon, mais en disant tout ça, j'ai encore rien dit. Parce que ce qui est extraordinaire dans cet hôtel de Cluny, c'est qu'on y voit aussi là, à droite et à gauche, 2 bâtiments qui sont posés en potence, comme on disait, ou en retour d'équerre, et qui sont les ailes. Il y a donc un logis principal au fond, et 2 ailes à droite et à gauche. Ces ailes, elles sont, si vous y réfléchissez, absolument obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'à droite et à gauche, en choisissant de se reculer au fond de la cour, on fait apparaître 2 murs pignons extrêmement disgracieux qui sont les héberges des voisins. Puisque les voisins, eux, sont restés collés à la rue, hein. Un hôtel est souvent pris entre plusieurs maisons. Si on a la chance d'avoir un voisin qui a lui-même un hôtel, on va se débrouiller entre voisins pour s'aligner les uns avec les autres. C'est comme ça que sur le plan Turgot, on voit ces alignements d'hôtels et ces alignements de jardins. Mais là, pas possible. D'un côté, il y a un couvent, de l'autre côté, bien sûr, les maisons qui sont prises dans les ruines des thermes de Cluny. Donc sagement, l'architecte et son client ont proposé 2 ailes qui viennent fermer la cour sur 3 côtés. Alors bien sûr, la rue est de travers et la parcelle n'est pas régulière. C'est une cour qui est polygonale. Mais au fond, si vous redressez le mur et légèrement la petite aile de droite, vous obtenez un plan parfaitement régulier en U qui va devenir, ou en C majuscule, le plan traditionnel pendant des décennies, sinon des siècles, de l'hôtel particulier parisien. Un hôtel articulé avec des corps de logis de différents sens, comme le château français de la campagne. Et regardez, il y a même une aile déjà, une des premières occurrences sur le jardin, parce que pendant des décennies, les Français vont mettre des ailes sur cour, avant de se dire, mais au fond, on pourrait aussi mettre des ailes sur le jardin, parce que quelquefois aussi, le jardin, il est défiguré par le mur pignon d'un voisin. Eh bien, à Cluny, adossé au grand mur, bien sûr, romain des thermes, l'abbé de Cluny a voulu une aile qui est en continuité de son appartement et qui abrite, évidemment, ce qui caractérise l'hôtel d'un grand prélat, comme peut être l'abbé de la puissante abbaye bourguignonne, une chapelle, la sublime chapelle flamboyante que vous connaissez tous, bien sûr, de l'hôtel de Cluny. Bon, donc on commence à y voir un peu plus clair.
Je note en passant, évidemment, la porte piétonne séparée de la grande porte cochère, qui est aussi une des habitudes de l'architecture médiévale, qui vient, vous le savez, d'un continuum avec le pont-levis, puisqu'on fait un petit pont-levis piéton à côté du gros pont-levis à Charrois, pour une raison très simple, c'est qu'il est lourd, vous le savez peut-être, de bouger, monter, descendre un pont-levis. Donc s'il y a un piéton qui se présente, c'est plus simple d'avoir un petit pont-levis et une petite porte. Progressivement, vous le savez, on va fusionner la grande porte et la petite porte, et la petite porte sera taillée dans un des vantaux de la grande porte. Ici, la cahute de l'actuel poste de sécurité qui a pris tout naturellement la continuité du poste du Suisse, si j'ose dire. Donc là, on a une merveilleuse continuité des fonctions. Mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur cette tour, qui est bien sûr la tour hors œuvre traditionnelle dans l'architecture française, qui est la tour de l'escalier, qui nous a servi, grâce à la présidente et à son efficacité, faire l'affiche que nous avons pu coller au dernier moment avec cette belle photographie de la tour de cet escalier. Bon, au Moyen-Âge, on fait toujours comme cela parce qu'on entre, vous le savez, par l'escalier dans l'architecture, château, hôtel. À la différence des Italiens qui sont effrayés lorsqu'ils visitent Paris, qui disent « mais ces Français sont complètement fous, ils rentrent par l'escalier, il faut rentrer par le vestibule ». Et ce sont les Italiens qui vont nous apprendre à faire un vestibule. Ce que nous appelons aujourd'hui l'entrée dans nos modernes appartements et dans nos modernes maisons. Donc ici, nous avons une tour d'escalier dont la porte est le véritable accès qui donne directement dans la grande salle basse ou qui permet de monter. Scandale aujourd'hui, après être entré dans la cour, on vous envoie dans la cuisine pour payer votre billet. Non, mais vraiment, les gens sont fous. Hein. On devrait entrer majestueusement par le centre. Donc nous sommes aujourd'hui condamnés à la cuisine, ce qui nous permet de voir la grande cheminée, enfin ce qu'il en reste. En disant cela, j'en viens évidemment à pointer qu'on a placé les services ici. La cuisine, c'est une pièce décisive si on veut survivre et si on veut recevoir. Si elle est très loin des appartements, comme le Roi à Versailles, 250 mètres, record absolu, on est à peu près sûr de manger froid ou tiède. Si elle est près des logements, elle a un défaut, c'est que dans la cuisine, ça papote, ça rigole, ça fait du bruit, il y a quelquefois des odeurs qui sont agréables, d'autres qui le sont moins, donc il y a un problème ici très important. C'est le même problème avec les chevaux. L'écurie, ça sent mauvais, ça sent l'urine, il y a les palefreniers qui disent toutes sortes de sottises, les chevaux tapent avec leurs sabots dans les stalles de bois quand il y a de l'orage. Donc c'est aussi quelque chose qui est à la fois indispensable, mais un peu gênant dans le confort de l'hôtel. Donc progressivement, on va placer les écuries avec les remises et les cuisines le plus loin possible du logis vers la rue. L'hôtel de Cluny nous le montre, les écuries, vous le savez, sont plus loin, et la cuisine est intégrée dans une aile et qui s'éclaire côté cour et côté rue. Donc, nous avons une proximité, mais une séparation. En même temps, on a fait observer que la tour polygonale en saillie sur la cour divise visuellement en deux l'espace. Vous avez très clairement une belle cour qui est la plus large avec la fameuse galerie, ici je vais y revenir, et la porte qui vous regarde quand vous entrez, la porte est biaise pour attirer votre pas, et puis ensuite vous avez un espace plus réduit, plus sombre, avec la cuisine au fond, le puits. Et donc ce que nous avons là à l'hôtel de Cluny en gestation, c'est la séparation des fonctions dans la cour entre fonctions de réception, cour noble, et fonctions de commun, non noble, ignoble, c'est-à-dire la basse-cour ou cour des communs qu'on va trouver dans les hôtels chics à partir du XVIIe siècle. Le premier architecte qui a pensé à ça, c'est manifestement l'architecte inconnu de l'hôtel de Cluny. Et Pierre Lescot s'en souviendra à Carnavalet, qui intègre une basse-cour séparée de la cour d'honneur, qui est l'emplacement de l'aile droite où nous entrons aujourd'hui dans le musée Carnavalet. C'est pas rien que tout ça. Mais il y a encore autre chose. Autre chose qui est tellement liée à la montagne Sainte-Geneviève, j'y reviendrai, c'est ça. Et là, Viollet-le-Duc ne s'est pas trompé pour une fois. Il a placé des petits personnages sur la terrasse de la tour. Cette tour, où plus tard on a construit un observatoire d'un célèbre astronome du XVIIIe siècle, c'est un belvédère comme les Italiens ont au-dessus de leur maison. Par la petite vis qui décharge la grande vis au niveau de la galerie flamboyante ici, on peut accéder à la plateforme qui dépasse de quelques dizaines de centimètres la ligne de faîtage de la toiture. Et ce faisant, après s'être promené dans la cour et après s'être promené dans le jardin, on peut opérer une promenade visuelle de tout Paris sans se salir les chaussures. Et la ville est par-dessus les toits, comme dit le poète, offerte au regard,
D'un côté, la montagne qui grimpe jusqu'à l'emplacement où nous nous trouvons, et de l'autre côté, éblouissant les invités, Notre-Dame qui sort de l'île de la Cité, toute belle, toute blonde, avec sa flèche d'origine, et ses grands arcs-boutants célèbres que nous aimons tant. Donc nous avons affaire ici à un dispositif particulièrement performant qu'on va voir revenir très tardivement au XVIIe siècle dans l'hôtel parisien, puis plus tard dans l'immeuble de rapport, puis plus tard dans les appartements contemporains du dernier niveau des immeubles du XXe siècle, c'est-à-dire l'appartement avec la vue. Ici, nous avons la tour avec la vue. Et on peut imaginer combien les invités de la baie de Cluny étaient très impressionnés de ce dispositif, qui est bien sûr toujours, il faut le rappeler, un dispositif lié à un modèle royal, la grande vis du Louvre de Charles V, bien sûr, qui permettait à Charles V de monter marche à marche en s'asseyant chaque palier à cause de sa santé avec Christine de Pisan pour refaire le monde en haut de la vis qui montrait donc la campagne de Paris. Donc on a affaire vraiment ici, dans cet hôtel de Cluny de la montagne Sainte-Geneviève, au fond, à tous les attendus de l'hôtel qui sont posés dès l'origine. On pourrait même s'émerveiller, et là j'ai choisi une sublime photographie des premiers photographes du service des monuments historiques des années 1850. On pourrait même s'émerveiller que l'aile gauche abrite au rez-de-chaussée cette galerie, même si les arcades sont encore un tout petit peu en tiers-point. On voit à quel point évidemment il y a une modernité fantastique à cette galerie qui regarde la cour et qui permet de desservir d'autres parties du rez-de-chaussée sans passer par la grande vis. Il y a la même chose, vous le savez, côté jardin sous la chapelle, et c'est de ce côté-là une loggia qui permet de voir le jardin même quand il pleut ou quand il fait trop soleil, c'est-à-dire un des postes agréablement disposés pour jouir de la nature et sans en avoir les désagréments. Et cette loggia sous la chapelle, vous le savez, elle est reliée par un escalier directement à la chapelle. Donc il y a vraiment là un dispositif de confort. Il y a 5 escaliers en vis dans l'hôtel, y compris la grande vis. Alors sur cette photographie merveilleuse, nous avons évidemment la possibilité de rêver au moment où cet hôtel de Cluny, qui a appartenu à l'abbaye de Cluny jusqu'à la Révolution, qui a été vendu comme bien national et qui a été occupé d'une manière relativement dégradante, même si déjà sous l'Ancien Régime, à la fin, ce n'était plus un hôtel prestigieux, mais un hôtel débité en appartements, et vous le savez, occupé de diverses manières, jusqu'à ce qu'en 1832, un personnage formidable, Alexandre du Sommerard, le prenne en location pour y installer sa fameuse collection d'objets médiévaux. Donc un conseiller maître à la Cour des comptes, qui devait, les comptes de l'État devaient être tellement bien tenus qu'il avait du temps pour chiner, et donc qui va monter cette extravagante collection d'objets avec lesquels nous avons fait l'hôtel de Cluny et le musée des Coins. Il faut le rappeler quand même, le musée des Coins de Malraux, il a été fait à partir des collections post-1500 de Alexandre du Sommerard à l'origine. Et du Sommerard, en mourant, va avoir suffisamment attiré l'attention sur cet hôtel, où il a fait des reconstitutions, comme on faisait au XIXe siècle, que l'hôtel va être acheté par l'État, sur intervention de Rambuteau, en 1843, et au fond, avec quelques cartels, le musée va ouvrir dans la foulée. Donc une opération qui, dans l'histoire du patrimoine parisien, est absolument exceptionnelle. C'est le moment où cette photographie est prise, donc le musée vient d'ouvrir. On va faire des restaurations qui sont confiées à l'architecte Albert Lenoir, qui est, vous le savez, le fils du grand Alexandre Lenoir du musée des Monuments Français. Incroyable. Le fils, le père. Et tout ce petit monde-là s'est beaucoup battu pour Cluny pour une raison très simple, qui est une raison triste, évidemment. C'est que 3 ans avant l'achat par le gouvernement de ce merveilleux hôtel de Cluny, on a démoli l'autre plus beau hôtel médiéval de Paris, qui était dans le quartier des Halles, rue de la Bourdonnais, l'hôtel de la Trémouille, qui a été vécu comme véritablement un grand scandale patrimonial, puisque c'est la première fois qu'il y a eu, vous le savez peut-être, une manifestation de gens dans la rue pour sauver le patrimoine. C'est quand même une chose encore aujourd'hui assez rare pour être signalée. Dans cette photographie bouleversante, je voudrais attirer votre attention sur ça. Un morceau de la balustrade à mouchettes flamboyantes est tombé au XVIe siècle. Et on a placé, pour boucher le trou, un morceau de rambarde à entrelacs dans le style de Philibert Delorme. Si vous êtes un peu observateur, que vous avez attendu quelquefois des amis dans la cour, cette rambarde de pierre gît à droite de l'entrée, près du banc
extérieure, et on se demande toujours ce que c'est quand on la voit. Eh bien, les restaurateurs du 19e ont préféré l'enlever pour refaire un morceau de balustrade dans le style d'origine, mais on ne l'a pas jetée, on l'a posée dans la cour où elle est toujours visible. Et donc c'est un petit détail, mais vous le savez, comme l'a dit Paul Valéry, dans l'architecture, il n'y a pas de détail, tout est important, et j'aime à montrer cette petite rambarde 16e ou peut-être début 17e qui a survécu aux restaurateurs. En revanche, ce qui n'a pas survécu, c'est ça, les petits balcons en fer forgé, les garde-corps qui sont, vous le voyez, placés dans les allèges qu'on avait descendus parce qu'on avait souhaité avoir plus de lumière au XVIIe et au XVIIIe siècle. Là, le restaurateur a préféré rétablir la continuité de l'allège en pierre, et quand vous regardez longuement la cour, notamment après une journée pluvieuse où les pierres parlent, si j'ose dire, comme Pouillon, eh bien vous verrez les différentes couleurs de pierre qui montrent exactement les endroits qui ont été refaits au XIXe siècle, une pierre un peu plus sèche, un peu plus dure, que le beau Saint-Leu que nous aimons tant des façades de Paris. C'est aussi, par cette photographie, l'occasion de rappeler que une des dernières parties, la plus moderne sans doute, qui est cette aile avec cette galerie qui fait déjà beaucoup penser aux galeries qui vont se développer dans les hôtels de la Renaissance, est aussi l'endroit où, stylistiquement, dans cette fameuse lucarne, on voit très bien à la photographie que l'actuelle lucarne est complètement refaite et toute neuve, c'est dans cette lucarne qu'on a vu apparaître les premiers traits vraiment renaissants de cet hôtel construit encore pourtant dans le style pleinement flamboyant que les Parisiens aimaient tant et qu'ils auront tant de mal à abandonner devant la nouvelle architecture à l'antique, puisque vous le savez, Paris a fait de la résistance à la Renaissance et il a fallu que François Ier se fâche pour l'hôtel de ville, pour Saint-Eustache et bien sûr pour le Louvre, afin d'obtenir une architecture à la mode, c'est-à-dire à l'antique, et non pas la continuation de l'extraordinaire flamboyant que les Parisiens aimaient et qui n'est pas, vous le savez, une architecture morte à bout de souffle, mais qu'on a tué en pleine vie et en pleine sève. C'est ça qui est fascinant dans l'histoire de la Renaissance française. Alors voilà la photographie qui dit tout, avec d'une part la porte qui est tournée dans l'angle, vous voyez, vers la porte d'entrée pour attraper le visiteur, la petite vis du fond avec la porte de la cuisine où on nous fait rentrer dans la billetterie aujourd'hui. Et ici, on voit, après les restaurations, l'homogénéité architecturale parfaite, ce qui évidemment est impossible. On a restitué les meneaux, les croisillons, les fenêtres à vitraux, mais qui montre évidemment une architecture rêvée, fantasmée, parfaite, telle que pouvaient le concevoir nos prédécesseurs du XIXe siècle, qui voyaient dans le patrimoine des images identitaires et qui préféraient finalement l'unité de style à ce que nous aimerions peut-être plus aujourd'hui, c'est-à-dire la vérité archéologique de différentes époques, ce qui est d'ailleurs, vous le savez, le principe même des restaurations que nous avons signées sur le plan international dans la charte de déontologie de Venise. La travée française qui monte de fond, les fenêtres se superposent jusqu'à l'étage de la lucarne, évidemment toute chose bien connue que l'hôtel de Cluny révèle parfaitement. Donc, la montagne Sainte-Geneviève n'est pas un quartier d'hôtel, mais elle possède le premier très grand hôtel, et à côté l'hôtel de Sens, son contemporain, quand même bien moins intéressant, est tellement abîmé, tellement refait finalement, qu'on a plus de plaisir évidemment à l'hôtel de Cluny. J'ai parlé d'un scandale patrimonial au moment de la destruction de l'hôtel de la Trémouille rue des Bourdonnais et du rebond qui avait abouti au sauvetage de l'hôtel de Cluny. En revanche, malheureusement, une opération similaire qui s'est produite dans la montagne Sainte-Geneviève n'a pas donné de bons résultats. C'est l'hôtel ici de Torpanne, l'hôtel du Fort ou de Torpanne, rue des Bernardins, qui malheureusement, lui, est tombé sous la pioche d'un démolisseur en 1830. En 1830, Paris s'est donné le luxe de détruire un de ses plus beaux hôtels particuliers de la Renaissance, avec un décor sculpté en façade et un décor peint à l'intérieur d'une ancienne galerie décorée par les grands maîtres de la Renaissance. Et l'affaire a fait tellement de bruit à l'époque, nous sommes à la fin du règne de Charles X, que le roi va commander au directeur du Louvre, le comte de Clarac, un rapport pour savoir ce qu'on peut faire. Est-ce que l'État doit se mêler de cette affaire ? Question évidemment d'autant plus problématique pour le gouvernement de Charles X que la propriété rendue sainte et sacrée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et par le Code Napoléon, fait que l'État n'a pas les moyens de s'opposer pour des raisons esthétiques, ce que nous appellerions patrimoniales, à une destruction que les savants pourraient considérer comme regrettable. Alors, la seule solution, c'est l'achat, au prix fort. Mais si la personne ne veut pas vendre, il est impossible de l'exproprier pour une raison qui serait le sauvetage. Vous le savez, seule
les lois du XXe siècle porteront atteinte aux droits de propriété de manière à pouvoir sauvegarder le patrimoine. C'est la loi de 13, abondée par la réforme Malraux de 66. Autrement dit, ici c'était quasiment un cas désespéré, le propriétaire n'a rien voulu entendre, on a abattu l'édifice, à la place duquel on a construit 2 maisons qui se sont trouvées abattues 30 ans plus tard par les travaux d'Haussmann et du percement du boulevard Saint-Germain, mais là c'est la roue de l'histoire évidemment. Alors qu'est-ce qui nous reste de cet hôtel de Torpanne, ce merveilleux hôtel? D'abord une gravure de Lenoir dans la statistique monumentale qui a pris la peine de relever l'aile, et nous voyons une aile dont l'architecture est assez difficile à analyser. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un hôtel qui n'est pas entre cour et jardin. C'est un hôtel dont le corps de logis est une grosse maison sur la rue des Bernardins qui s'est adjoint une aile très importante sur le côté sud de la cour. Et cette aile, c'est ce que nous montre la fameuse gravure de la statistique monumentale de Lenoir que je vous montre, publiée en 1867. Et nous voyons là donc une galerie à arcades en plein cintre, couverte de sculptures, attribuée à de bons maîtres, 2 grands étages et de puissantes lucarnes dans la toiture. L'architecture est très intéressante, elle participe vraiment d'un maniérisme. Regardez la façon, par exemple, dont le sculpteur a étiré ses longues consoles, la façon dont l'architecte s'est servi d'un entablement dorique à triglyphes et métopes, mais posé sur des fenêtres sans pilastres et sans colonnes, donc un jeu qui procède par l'élision d'une partie de l'ordre. Et puis enfin, ces figures ici, qui a ces longues consoles à tête féminine qui accostent avec ces demi-balustres qui accostent ces grandes baies. On a affaire là à un décor qui devait être absolument fascinant, et on comprend la passion des gens du règne de Charles X, parce que comme sous Louis XVI, vous savez, il y a un grand revival de la sculpture 16e. On est fasciné par Goujon, par Lescaut, par Germain Pilon, là, le sauvetage de la fontaine des Innocents en 1788. Tout ça, ça participe de cette esthétique que le néoclassicisme regarde avec beaucoup de tendresse. Et bientôt, le néo-renaissance va triompher, la restauration du château de Blois, etc. Malheureusement, trop tard pour l'affaire de Torpanne, qui se solde, comme c'est souvent le cas, vous le savez, par l'acquisition par l'État d'un petit morceau. C'est toujours mieux que rien, évidemment. Donc on passe un contrat avec le propriétaire et son démolisseur, le marchand de pierres, qui lui récupère les pierres pour les transformer en moellons qui vont devenir les immeubles du Nouveau Paris. Et on remonte tout le portique, donc la partie basse que vous reconnaissez donc par rapport à la gravure, dans le jardin de l'école des Beaux-Arts, qui est en train de devenir à ce moment-là un sanctuaire du Vieux-Paris, qu'il redevient. Il l'avait été avec le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. On recommence de déposer des morceaux du Vieux-Paris, comme on l'a fait à Cluny, dans le jardin. Alors, cette photo, elle n'est pas très belle, mais elle est historique, si j'ose dire, puisque j'aurais bien été en peine de vous prendre une photo cette semaine de l'état actuel, vu qu'on a construit devant, à 2 mètres, un monstrueux Algeco rempli de salles de cours et de bureaux pour l'école des Beaux-Arts, qui est trop à l'étroit manifestement, et que pendant que cet Algeco cache la vue, le portique s'effondre, il est entièrement appareillé, il pourrit sur pied, et tous les efforts du XIXe siècle pour sauver au moins ça seront bientôt anéantis par notre négligence administrative. Et je crois qu'il faut le regretter, parce que c'était un très beau morceau de sculpture et d'architecture, évidemment, de la Renaissance française, qui va partir dans une génération si on ne fait rien. Et je crois que c'est assez peu rendre hommage aux inquiétudes monumentales de nos prédécesseurs. Donc, le grand hôtel de la Renaissance, évidemment, il ne faut pas le chercher à la montagne Sainte-Geneviève, il faut le chercher dans le Marais, dans le quartier des Halles, où sont les plus beaux hôtels de la Renaissance. Alors, si je brûle un peu les étapes et les siècles, la montagne Sainte-Geneviève, conserve un admirable hôtel du siècle de Louis XIII. Et pour ceux qui cherchent à se loger, bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle pour les amateurs du patrimoine. Vous savez qu'il est à vendre depuis quelques jours. La ville de Paris va s'en débarrasser cet été, après avoir fermé le musée de l'assistance publique, dont les collections seront mises en caisse comme tant de collections de tant de musées français. Et donc je recommande vivement la visite de ce musée qui n'a pas beaucoup été réaménagé, c'est vrai, depuis les années 70, mais qui présente des collections absolument merveilleuses de peintures et d'objets tout à fait fascinants, et peu connus à mon sens. Alors c'est vrai que c'est un musée qui devait coûter un peu d'argent à la ville de Paris et à l'assistance publique, mais enfin, voir un musée fermé, c'est toujours un peu douloureux, je trouve, dans une capitale comme Paris. Alors ici, nous sommes chez un financier, Christophe Martin, qui va acheter ce terrain
Très bel article, très célèbre de Jean-Pierre Bablon sur cet hôtel, parce que Jean-Pierre Bablon a cherché l'architecte, on ne l'a jamais trouvé, on n'a jamais trouvé les contrats, mais nous savons que l'hôtel a été fait au début des années 30 du XVIIe siècle. Je vous montre ici une vieille photo, comme on les aime, qui est prise dos au corps de logis, c'est le bâtiment sur rue. Car effectivement, cet hôtel de Miramion, qui va prendre le nom donc très célèbre de cette maison religieuse fondée par Madame de Miramion, les Miramionnes, cet hôtel répond à peu près à tout ce que je vous ai décrit. C'est un hôtel entre cour et jardin, avec une aile sur cour, pas deux, parce que la cour n'est pas très large. Vous regardez, il y a une aile sur la droite de la photo, mais pas à gauche. Si on avait fait une aile à gauche, la cour aurait été plus petite que cette pièce. Donc, le problème des ailes, ça demande un tout petit peu d'intelligence de l'architecte. On ne va pas mettre deux ailes pour cacher systématiquement s'il n'y a pas la place. Mais ce qui m'intéresse dans cette photographie, c'est de vous montrer que l'alternative au mur avec le portail qu'on a vu tout à l'heure, c'est éventuellement de construire un petit bâtiment sur la rue. Alors pas le bâtiment où on habitera, mais un bâtiment de service qui peut abriter au rez-de-chaussée la cuisine, les offices, et à l'étage, un appartement secondaire, si j'ose dire, qu'on peut donner non pas aux enfants qui en général logent tout près des appartements principaux des maîtres, mais aux cousins de province qui est de passage, aux curés de la paroisse qu'on veut protéger, ou que sais-je encore. Et donc, on va voir se développer, à côté du mur de clôture qu'on a vu à l'hôtel de Cluny, le caractère donc de cette petite construction, petit hôtel, avec un bâtiment bas sur la rue. Et c'est le cas de l'hôtel de Miramion, donc le portail se trouve pris dans un bâtiment, en l'occurrence ici, d'un étage plus comble. Si je me retourne, ou si j'entre plutôt par le quai, je vois ici cette façade extraordinairement soignée, très raffinée, avec un rythme, regardez, A, B, A, B, A, lucarne, œil de bœuf, lucarne, œil de bœuf, lucarne, et un corps de logis à 5 travées avec la porte au centre. Évidemment, maintenant, on ne fait plus d'escaliers dans des tourelles comme à l'hôtel de Cluny, on fait les escaliers dans les maisons, dans œuvres, ça ne déforme plus les façades. Le problème, c'est qu'il faut quand même que le piéton qui entre sache à peu près où aller devant cette collection de portes et de fenêtres. Alors, on va garder l'accès au centre quand on peut. C'est assez malcommode, l'accès au centre, ça coupe en deux la maison. Mais ici, en réalité, il y a une astuce que vous pouvez comprendre avec la forme de la toiture. L'hôtel s'arrête ici. Et c'est ce qu'on comprenait par l'absence, regardez ici, d'aile et le fait qu'il y a le mur de la maison voisine. En revanche, et c'est aussi pourquoi la toiture se rabat ici, pour ne pas toucher la cheminée. C'est ce qu'on appelle une croupe, mais pas de l'autre côté. Il n'y a pas de croupe ici pour la raison que, en réalité, la parcelle permet au propriétaire d'avoir un hôtel qui se continue vers l'est et qui fait que le centre de la façade sur cour n'est pas du tout le centre de la façade sur le jardin. Quand vous traversez, que vous arrivez par l'escalier, vous ne sortez pas au milieu de la façade du jardin. Et donc on se trouve ici devant un cas très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'hôtel désaxé. Il y a un axe portail-entrée, et ici il y a l'escalier, un très bel escalier. Mais en revanche, côté jardin, il y a un deuxième axe. Donc c'est désaxé ou à deux axes si vous voulez. Et vous apercevez le pavillon et l'aile gauche qui masquent les mitoyens qui depuis ont changé puisqu'on a percé une rue à la fin du XVIIIe siècle évidemment. Alors cet hôtel qui fait beaucoup rêver, j'ai proposé de lui donner un architecte. Je n'ai pas trouvé de contrat supplémentaire après Jean-Pierre Bablon, mais il y a quelque chose de très frappant, et peut-être encore plus frappant si vous examinez la façade sur jardin. Alors voilà votre future maison si vous voulez l'acheter. Cette photo, je l'ai prise sur le site internet de marchand immobilier que la ville de Paris a mandaté. Une maison bien connue de Paris. Alors évidemment, jardin, travaux à prévoir, mais beau jardin. Bon. Vous voyez la porte de l'escalier ? On tape à côté de l'avant-corps. Ça, c'est la correspondance de ça. On a l'avant-corps et deux petits cabinets en retour. Celui-là permet de masquer la maison du voisin, celui-là aussi, et le jardin a été amputé par la construction d'un conservatoire et d'un bâtiment municipal. Mais enfin, ça reste, si vous êtes tenté, ça reste intéressant. Alors, il y a quelque chose de très frappant dans cette façade sur le jardin, c'est cet avant-corps, justement. Nous, l'avant-corps, ça nous paraît un peu banal. On en a tellement vu des façades avec un avant-corps central. Mais ici, c'est une des premières occurrences de l'architecture parisienne. C'est-à-dire l'idée que la façade s'avance au milieu, les trois fenêtres du centre, il y a 60 cm, mais surtout, regardez le détail, que ça monte plus haut que la corniche de l'immeuble. Cette partie-là a l'air d'être... Elle est plus haute et elle a l'air d'être donc plus grande. Et, luxe incroyable, la toiture également
suit un décrochement. Donc ça coûte de l'argent de faire ça, parce qu'il faut que le charpentier décale sa charpente pour faire une deuxième pente de toiture. Et donc, si je me mets au fond du jardin, qui était plus grand, je pourrais presque avoir l'impression avec les ombres qu'il y a un pavillon vraiment très important en saillie. Donc comme dans l'architecture des grands châteaux, c'est un jeu aplati du pavillon central. Alors là, ça veut dire quand même que l'architecte, c'est un très grand. C'est pas un maître maçon un peu cultivé qui a 2 livres avec un client intelligent. C'est quelqu'un de très important. Or, si vous connaissez bien Paris et que vous avez l'habitude de quitter, je pense, quelquefois la montagne Sainte-Geneviève, vous savez qu'il existe une façade rigoureusement identique à la façade de l'hôtel de Miramion. C'est la façade de l'hôtel d'Aumont, rue de Jouy, qui est le tribunal administratif aujourd'hui, et qui a été massacré par les monuments historiques en 1960 d'une manière qui est à peine croyable. Mais toute la modénature, le détail, les fenêtres, les lucarnes, et surtout ce motif de l'avant-corps existe parfaitement à l'hôtel d'Aumont. Or, l'hôtel d'Aumont est signé d'un des plus grands architectes français, bien sûr, François Mansart. Donc je pense que l'hôtel de Miramion, s'il n'est pas de François Mansart, est d'un maçon qui travaillait avec Mansart ou de quelqu'un qui a suivi de très près, mais je ne crois pas possible qu'on ait plagié Mansart, ce grand maître de l'architecture française, qui est l'auteur, vous le savez, immortel du château de Maison-sur-Seine ou du château de Blois de Gaston d'Orléans, évidemment. Donc, nous avons un trou à la Renaissance, mais la montagne Sainte-Geneviève s'illustre, je dirais, d'une manière remarquable par cet hôtel de Miramion de Mansart, en tout cas une attribution qu'on peut soutenir. Alors évidemment, la montagne Sainte-Geneviève possède aussi un apax, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous voyez qu'au fond, il n'y a pas beaucoup, mais alors c'est toujours très très bien. Hein. Je ne veux pas là flatter comme les démagogues flattent le peuple, mais enfin, la montagne Sainte-Geneviève a ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce que nous sommes chez Lebrun. Ah, on y vient, mais pas tout à fait le même, car c'est le neveu Charles II qui est à la Chambre des comptes. Donc lui, il ne fait pas de peinture, il fait des comptes, et il se fait construire, rue du Cardinal Lemoine actuel, donc fossé Saint-Victor, un hôtel entre cour et jardin. Bon, voilà, vous allez me dire, on a compris, merci. Sauf que, là, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il n'y a pas d'aile. C'est un bâtiment sans aile. C'est un bâtiment bloc, un cube. Un cube qui est en fait un rectangle plus qu'un cube. Et vous voyez cette architecture extraordinairement puissante. Hein. Vous la connaissez tous parce qu'elle a été mise en scène tardivement par une petite grille qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais enfin, qui le dégage depuis la rue. Et nous nous souvenons avec un peu d'amusement que c'était le siège social des HLM de la ville de Paris. Dans un hôtel particulier, c'était quand même quelque chose d'assez facile à moquer. Bon, aujourd'hui, c'est des bureaux blancs de la Maison Bouygues, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné finalement beaucoup. Alors, cet hôtel a été construit en 1700 par le maçon Fouquet de Sainte-Olive, mais surtout par un grand architecte, qui est un homme de talent, un Nantais, qui est venu tenter sa chance à Paris, un parent de Quinault qui a travaillé la sculpture, et puis finalement qui est entré dans l'agence de Jules Hardin Mansart, et ce grand homme, c'est Germain Boffrand, évidemment. Germain Boffrand qui a quitté sur la pointe des pieds l'agence de Mansart sans se fâcher avec le patron. Difficile de se fâcher avec Jules Hardin Mansart, le grand maître de l'architecture française. D'autres l'ont fait, comme Davillers qui a claqué la porte, il est parti à Montpellier. Mais est-ce qu'on peut échapper à la patte de Mansart ? Boffrand, lui, qui est un garçon malin, plein d'entre-gens, va réussir une carrière à côté de l'agence des bâtiments du roi. Et vous vous souvenez peut-être de la belle exposition de Michel Gallet à la mairie du 4e arrondissement en 1986. Hein. Germain Boffrand, l'aventure d'un architecte indépendant. Un titre un peu fort, mais qui donne quand même l'idée d'un homme qui a su tirer son épingle du jeu hors des bâtiments du roi. Pourquoi ? Parce que dans les bâtiments du roi, Mansart ne mettait que sa famille. Hein. Son beau-frère Robert de Cotte, son cousin Gabriel. Évidemment, si on n'était pas de la famille, on n'était pas dans le coup. Heureusement, ce sont des choses qui n'arrivent plus aujourd'hui, hein, évidemment. Alors, à l'hôtel de Lebrun, ce qui est extraordinaire, et ça tient peut-être à la personnalité du commanditaire qui n'est pas une grande figure. Et vous savez, les hôtels particuliers ne sont pas toujours construits par des grands aristocrates. Ça peut être aussi des petits aristocrates, voire comme ici, des gens anoblis par la robe, hein, passés par la savonnette à vilain. Alors, lui, il n'a pas besoin d'un Savonnette à vilain, c'est la formule ancienne, vous le savez. Hein. Il n'a pas besoin d'un grand hôtel qui en mette plein la vue, il a besoin de quelque chose d'assez cohérent, d'assez moderne. Et au fond, Boffrand lui sert ici une chose incroyable, un hôtel qui n'est pas articulé, mais qui, regardez, vient s'isoler au milieu de son terrain. Il y a cette cour, il n'y a pas d'aile, et derrière le jardin. On peut faire le tour, et du coup, l'hôtel a 4 façades. Il faut dessiner les 4 façades.
Et chose extraordinaire, Boffrand va pousser un peu loin la modernité parce que c'est quelque chose de complètement à part dans son époque. Il n'y a pas d'ordre, pas de colonne, pas de pilastre. Il reste le fronton, mais le fronton, regardez, se détache d'un entablement qui est une sorte de triglyphe à mutule, hein, donc ce serait un entablement dorique plutôt de Vignol, que les Français aiment beaucoup, hein, depuis Salomon de Brosse. Il y a bien un comble brisé très Louis XIV, très marqueur identitaire de l'architecture française, n'est-ce pas? Mais pas d'ordre de pilastre sur l'avant-corps, et plus étonnant, les angles sont traités à nu à vif, alors que les Français, vous savez, aiment mettre des bossages, on en voit sur cette mairie et sur la faculté en face de droit. Le bossage, ce sont ces pierres découpées qui forment les lignes verticales et qui évidemment permettent la lecture des volumes et des articulations. Ici, nous avons un angle vif qui accroche la lumière. C'est génial, mais c'est risqué. Il faut tenir ça, parce que ça peut tomber comme une boîte, hein. Je veux dire visuellement, pas structurellement. Ça peut être évanescent. Alors il faut ceinturer tout ça par une bonne corniche que vous avez en haut, et par ici un fort bandeau qui fait le tour complet. Qui pratique cet angle à vif dans l'architecture européenne? L'Italie. Quel architecte a mis ça au point? Palladio. Qui est moins palladien, le moins palladien possible des architectes français en apparence? Boffrand, qui n'a jamais mis les pieds en Italie. Et pourtant, il a voulu ici utiliser un tic de l'architecture italienne, et les Français vont se mettre à faire ce genre de choses seulement après 1760. Il va falloir attendre très longtemps pour qu'on sorte de l'architecture du système français habituel. Alors le voilà, récuré par les bureaux. Vous voyez qu'à côté, on a corrigé un bâtiment des années 30 et qui finalement c'est encore pire qu'avant. On a réussi ce chef-d'œuvre de finalement d'enlaidir encore plus, alors qu'il y avait pourtant un immeuble années 60 qui était vraiment pas joli, juste à côté. Mais vous apercevez bien la façade qui se retourne, la lucarne. Et oui, car du coup, il y a même une lucarne sur le petit côté. Et de l'autre, il y a un grand balcon qui domine le jardin, qui subsiste sous une forme, vous le savez, très tronquée à l'arrière de ce bâtiment. En tout cas, avec l'hôtel Lebrun de la rue des Fossés Saint-Victor, on a affaire véritablement à quelque chose de très original. Vous savez qu'à l'intérieur, il reste l'escalier et une seule pièce qui a un décor à peu près correct. Les sculptures des frontons des deux côtés sont éblouissantes. On peut les admirer ici, même si les armes ont été grattées. Alors, la même année 1700, se termine un autre chantier dans la montagne Sainte-Geneviève, un peu loin, cette fois-ci, du centre de la montagne, rue de Seine-Saint-Victor, la rue Sancier. Et ce chantier, c'est l'hôtel d'une veuve, la veuve Thomé, qui construit dans une parcelle assez mal fichue, un hôtel que vous connaissez puisque c'est l'hôtel de Magny dans le Jardin des Plantes. L'hôtel où se trouvent les bureaux de la direction du Jardin des Plantes et au rez-de-chaussée duquel j'ai eu la chance, il y a 4 ans, d'aménager un petit musée grâce au directeur du muséum qui avait chassé 4 fonctionnaires de leur bureau pour ouvrir au public le rez-de-chaussée de l'hôtel dans un petit cabinet d'histoire qui raconte l'histoire de la topographie du musée, du Jardin des Plantes. Je suis très content d'avoir fait ça. C'est passé complètement inaperçu. Il n'y a eu aucune presse, aucun journaliste, mais on a fait ça avec tout petit peu d'argent et quelques œuvres originales qu'on a ressorties pour le public dans ce rez-de-chaussée. Alors cette veuve Thomé, elle s'est intéressée à un architecte qu'elle a fait employer, qui est un grand architecte français. Je dois dire que on manque encore aujourd'hui d'une monographie. Une de mes étudiantes achève une thèse qui, j'espère, va changer cette question. C'est Pierre Bullet. Pierre Bullet, vous connaissez son œuvre la plus célèbre, c'est la Porte Saint-Martin, rive droite. Et il est l'auteur aussi de plusieurs hôtels particuliers de la place Vendôme, dont le plus beau, le Crédit Foncier, aujourd'hui hôtel propriété de l'émir du Qatar. Et il va construire ici un hôtel un peu en dehors de ses zones habituelles, qui est cet hôtel de Magny pour cette veuve. Alors je vous montre d'abord le plan, parce que c'est quand même un drôle de machin. Regardez. Là, tous nos repères sont à l'envers. On entre ici par la rue de Seine-Saint-Victor. C'est la rue Cuvier, excusez-moi, j'ai dit Sancier, non? C'est la rue Cuvier, autant pour moi. Je vous avais dit que je dirais plein de bêtises. On entre ici, du côté de la rue, l'entrée existe encore, c'est une des entrées latérales très délicieuses du muséum, plutôt que les ennuyeuses grilles de la fin 19e.
Et regardez, ici, on voit une chose qu'on n'avait pas encore vue. La rue est assez étroite. Une tour creuse. Une tour creuse, c'est une manière d'abandonner à la voie publique un tout petit peu de sa propriété, parce que la propriété, elle est en ligne droite, pour permettre la révolution des carrosses plus facilement dans la rue. Si on doit tourner pour entrer, on fait une espèce de demi-lune. Hein. Et une fois que je suis entré, de part et d'autre, j'ai 2 grandes remises pour le carrosse. Les écuries sont ici, et regardez, j'ai la cuisine avec un petit passage, des lieux, donc les toilettes, et une salle pour les domestiques. Donc j'ai une aile de commun complète, cuisine puis chevaux et remise, et mon entrée. J'ai mon avant-cour qui est fermé par des petits murs, car évidemment, si je ne peux pas mettre la basse-cour sur le côté mais sur le devant, alors il faut la séparer quand même un tout petit peu visuellement de la cour principale, c'est plus chic. Il y a très peu d'hôtels qui possèdent une avant-cour avant la cour, parce que ça oblige quand même le visiteur à traverser la basse-cour. Hein. Vous avez un exemple très célèbre dans le 7e arrondissement, c'est un hôtel qui va être vendu par l'État cette fois-ci prochainement, c'est l'hôtel de Clermont, qui est le ministère des Relations avec le Parlement, qui dépend de Matignon. On entre par la basse-cour, puis la cour, puis le bâtiment au fond. Donc c'est la raison de ces petits murs qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des voitures qui se garent, là, c'est un peu un espace évidemment qui est déstructuré. J'avais rêvé, j'avais demandé au directeur de remettre les murs, on m'a traité de fou, vous imaginez. Et donc une fois qu'on est arrivé là, on passe dans ce qui est vraiment la cour, et là, l'architecte se trouve coincé par le terrain, et donc il a placé ce carré qui conduit par l'emmarchement à l'hôtel. Ici, c'est une ruelle, donc pas possibilité évidemment de s'agrandir du côté de la droite. En revanche, on peut ouvrir quelques baies secondaires de fenêtres sur cette ruelle qui a été avalée par le jardin des plantes aujourd'hui. Mais vous allez me dire, on n'est pas entre cour et jardin. Ben non. Ou plutôt, on est sur une configuration assez particulière, mais finalement très habile. En fait, on entre par le petit côté de l'hôtel et le jardin se trouve ici, sur la gauche. Donc on est un hôtel placé entre une cour et un jardin, mais sur l'angle. Et du coup, je pénètre par le petit côté en profondeur. Vous voyez, j'entre soit par l'escalier en A, qui va me permettre de monter à l'appartement haut, là où sont toujours les bureaux du directeur du muséum, soit je vais entrer en bas dans la salle à manger, qu'on appelle généreusement le bureau de Buffon, parce que vous savez que Buffon fera acheter cet hôtel pour l'intégrer dans le pourprix du Jardin des Plantes, dont je rappelle toujours que grâce à Louis XVI, il a pu faire le doublement de la superficie du Jardin des Plantes. Merci Louis XVI une fois de plus, c'est grâce à lui qu'on a ce grand jardin, bien sûr. Et enfin, vous avez ensuite l'appartement qui se développe avec la chambre de parade, la garde-robe, le petit cabinet, mais dans une distribution complètement bouleversée par la position tordue à 90%, 90 degrés, de cet hôtel de Magny, que nous appelons aujourd'hui de Magny. Donc une disposition extrêmement originale qui ne se comprend plus du tout aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui l'hôtel est posé comme un ovni au milieu du jardin, il y a une pelouse qui fait le tour, alors qu'il était apparié à une topographie extrêmement savante. Alors, voilà la façade sur le jardin, qui est donc bien évidemment beaucoup plus grande que la petite façade d'entrée, qui n'a que 3, vous le voyez, fenêtres, 2 fenêtres pour la salle à manger, une porte-fenêtre pour l'escalier. Moi, ce que je vous montre, c'est ça, le grand bâtiment que l'architecte a dessiné avec 2 pavillons en saillie. Et voyez comment ici on a traité les angles dans la manière de mansard avec des bossages, alors que tout à l'heure nous ne les avions pas à l'hôtel de Lebrun. Un petit fronton très modeste. Bullet est un ingénieur. Il a horreur de dépenser l'argent et de faire du décor inutile. Donc pas de fanfreluche, pas de pilastres, pas de colonnes, ça ne sert à rien. En plus c'est une veuve, une femme qui s'est retirée, elle est là dans son petit hôtel, elle n'a pas envie de dépenser de l'argent. Mais il y a sur cette gravure une chose tout à fait extraordinaire que je vous demande d'observer, c'est ça. Le retour du belvédère. Mais cette fois-ci, un belvédère qui est fermé. En effet, le propriétaire s'est fait construire, sortant de la toiture, une petite pièce avec une fenêtre allongée. Alors évidemment, nos amis de l'architecture contemporaine qui nous expliquent que la grande fenêtre horizontale, c'est la grande invention du XXe siècle. Ben oui, moi je veux bien, mais elle est là devant vous, évidemment. Parce que l'intérêt de cette petite pièce qui est décrite dans l'inventaire de l'hôtel, on monte par une échelle dans le comble et on arrive dans une pièce où il y a un petit lit et une petite chaise. Et on peut s'asseoir ou s'allonger pour faire la sieste, c'est pas désagréable. Vous savez que Victor Hugo a fait beaucoup ce genre de sieste, avec des personnes du beau sexe, évidemment. Là, on peut monter, s'installer dans cette petite pièce très isolée, au calme, vue sur son propre jardin, mais surtout, au-delà des chantiers de bois jusqu'au quai, vue sur la Seine, le faubourg Saint-Antoine, et on monte jusqu'à Ménilmuche.
Autrement dit, c'est un dispositif de vue panoramique, d'où la forme de la fenêtre. Il faut qu'elle soit le plus possible allongée pour profiter au maximum du paysage. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, cette partie a été supprimée lorsqu'au XIXe siècle, on a refait la toiture pour des problèmes d'écoulement des eaux, on a refait un comble unique et on a affaibli quand même considérablement la toiture qui aujourd'hui présente un caractère très disgracieux et très lourd. Alors voilà la façade d'entrée. Aujourd'hui, c'est le côté de l'hôtel. C'est un peu curieux, c'est difficile même de comprendre, mais il faut imaginer qu'il y avait les deux murs ici et là, et qu'on entre ici par l'escalier qui a gardé sa très belle rampe de fer forgé du XVIIIe, début XVIIIe, de même que le fronton qui a été malheureusement recouvert d'une couche de peinture silicatée, mais qui est un fronton du XVIIIe siècle, d'une divinité marine, dont malheureusement je n'ai pas retrouvé le nom du sculpteur. Avis aux chercheurs qui ont envie de continuer dans cette voie, il y a encore des choses à trouver sur cet hôtel de Magny. Alors je termine, parce que j'ai été très bavard, il est 19h20, en vous montrant un merveilleux balcon que vous connaissez tous, il est juste ici, rue Saint-Jacques, au 151 bis. Et je termine par ce clin d'œil parce que vous savez peut-être, si vous n'êtes pas rentré, qu'il y a derrière la grande façade qui ressemble à une sorte de gros immeuble en fait, Louis XV, il y a quelque chose de très beau, qui touche la mairie juste ici derrière nous, et qui est un hôtel particulier entre cour et jardin, caché par un immeuble de rapport locatif sur la rue. Cet immeuble locatif se signale par une architecture soignée, mais surtout par ce balcon sur un plan violonné, comme dit Gallet, c'est-à-dire un plan mouvementé, avec sa très belle grille et surtout avec les chiffres des propriétaires et de son épouse. Il s'agit de l'hôtel qu'on appelle le Pas du Buisson, du nom d'un entrepreneur et architecte du règne de Louis XIV. Nous sommes là dans les années de la Régence. On vient de démolir la porte Saint-Jacques de l'enceinte de Philippe Auguste, ça a libéré toutes sortes de terrains. Vous savez que là on est adossé à l'enceinte de Philippe Auguste, on est juste côté ville, on est dedans, dans Paris. Et le Pas du Buisson, qui a par ses amis à la ville a eu un peu vent de tout ça, s'est acheté ce terrain assez mal fichu le long de l'enceinte, et il va construire une maison de rapport, et dedans, derrière, caché, parce qu'il n'a pas besoin de se montrer, une maison en forme d'hôtel entre cour et jardin. Sauf qu'évidemment, un détail attire l'attention du passant, c'est le sublime balcon de la porte cochère qui sert à la fois pour la maison de rapport et pour l'hôtel qui est au fond. Hôtel qui a été longtemps, vous vous souvenez peut-être, une école, avec les tableaux des enfants vissés sur les boiseries, parce que les boiseries étaient encore là et qui a été ensuite acheté par un particulier. L'hôtel a été restauré par les monuments historiques. J'avais fait l'étude historique à ce moment-là pour le propriétaire. Le propriétaire a revendu à un autre propriétaire. J'ignore aujourd'hui où on en est. Ce qui est sûr, c'est que c'est redevenu une maison d'habitation entre cour et un très grand jardin. Ça, je peux vous l'assurer pour l'avoir arpenté très longuement. Et donc, on a ici, pour conclure, un balcon qu'on peut trouver joli en passant, mais qui veut dire en fait beaucoup plus que ça, qui est la traduction de ce confort que cet architecte s'était attribué, et qui nous rappelle que dans l'hôtel particulier, il y a aussi quelquefois la célèbre devise « Pour vivre heureux, vivons cachés », qui fait que même si on pourrait croire que la rue Saint-Jacques est particulièrement la rue la moins équipée en hôtel particulier dans l'histoire de Paris, il existe, grâce à ce type de dispositif, d'autres hôtels particuliers à découvrir en les regardant, en méditant sur la dimension onirique de cette histoire de l'habitation parisienne. Je vous remercie.